Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, c'est d'abord un climat. Le vent des Landes, la tourbe, la porte qui claque, les chiens qui grognent. On se dit classique scolaire, et très vite on comprend que c'est un laboratoire des passions extrêmes. Pas de demi-teinte, l'amour y est absolu, la haine tenace, l'orgueil épais. On entre dans un bail de location et un rhume. Le narrateur, Lockwood, on ressort trempé par une tragédie de famille qui a la dureté d'un rocher. La lande n'est pas un décor, c'est un personnage, et le livre, une météo affective. Emily Brontë publie en 1847 sous le nom d'Ellis Bell. Le dispositif est simple et diabolique. Lockwood, nouveau locataire, vient saluer son propriétaire. Heathcliff au haut de Hurlevent. Il ne comprend rien à ce qu'il voit, s'en retourne sidéré, et sa gouvernante, Nelly Dean, entreprend de lui raconter la saga des Earnshaw et des Linton. 2 maisons, 2 mondes, Hurlevent, l'âpreté, la grange, la politesse. Au centre, 2 enfants qui se sont choisis hors des règles. Catherine Earnshaw et l'orphelin Heathcliff. Ramassés un soir par M. Earnshaw. L'obstacle, tout. La classe sociale, l'éducation, la jalousie, les biens, les convenances. Les enjeux se dévoilent très vite. L'amour chez Brontë n'est pas un sentiment, c'est une identité. Catherine le dit presque ainsi. Elle et Heathcliff, c'est la même matière. Problème, le monde ne veut pas de cette équation. Catherine choisit d'épouser Edgar Linton, le voisin, pour s'élever et ne pas perdre la face. Heathcliff, humilié, disparaît, revient riche et décide de faire payer. De là, un engrenage. Mariage stratégique, violence symbolique et réelle. Enfant pris dans les représailles, héritage détourné. La mort ne calme rien. Les fantômes passent par la fenêtre, la mémoire continue de mordre. On lit la chronique d'une obsession qui contamine 2 générations. La force du livre tient au récit par ricochet. Nelly raconte, Lockwood répercute, d'autres voix se glissent, lettres et journaux s'intercalent. On avance par morceaux, on réévalue sans cesse, et Nelly, narratrice raisonnable, n'est pas neutre. Elle juge, elle protège, elle se trompe peut-être. Cette architecture à tiroirs crée une tension précieuse pour l'oral. Chaque scène a un témoin, chaque témoin une part aveugle. On entend les couloirs, on voit les portes entr'ouvertes, et, formidable idée, la structure en double boucle. Première génération, Catherine Heathcliff, seconde génération, Cathy Ayrton Linton. Permet au roman de rejouer ses motifs et d'esquisser, au bout du compte, une réparation. Heathcliff mérite qu'on s'y arrête. Ce n'est pas le méchant, mais c'est une douleur devenue système. Enfant rejeté, battu par Hindley Earnshaw, il apprend la langue de la domination et la parle couramment à son retour. Il séduit pour nuire, marie pour dépouiller, élève pour rabaisser. Mais il garde au centre un vide. Catherine, perdue et jamais quittée. Ce vide le rend monstrueux et tragique à la fois. Catherine, de son côté, a la clairvoyance et la faiblesse de l'époque. Lucide sur le lien qui la lie à Heathcliff, lucide aussi sur la société qui l'entoure. Elle choisit la respectabilité et s'y brise. Face à eux, Edgar Linton lisse tout. Isabella paye pour son illusion. Hindley se défait dans l'alcool. Chez les plus jeunes, l'alliance improbable de Cathy et de Ayrton, au ras du sol, redonne un peu d'air. Le style maintenant. Emily Brontë écrit court et cru quand il faut frapper, ample et rugueux quand la colère monte. Les dialogues le cinglent, les descriptions ne sont jamais gratuites. La météo raconte l'humeur des personnages, la maison garde les traces. À voix haute, ça fonctionne à merveille. On peut jouer les textures, la sécheresse de Nelly, la raideur de Joseph, le feu d'Heathcliff, l'élégance lasse d'Edgar. Et cette manière de mêler réalisme domestique et surgissement quasi fantastique, le poignet sanglant à la fenêtre, le pressentiment, les apparitions, donnent au récit sa note d'inquiétude, jamais folklorique, toujours organique. Il y a des faiblesses, bien sûr. La cruauté tourne parfois au rituel, au risque de l'excès. Le sadisme d'Heathcliff peut sembler répétitif dans la seconde partie. Certains personnages secondaires restent des silhouettes de service. On peut aussi discuter de la vision sociale.
Les domestiques parlent mais ne grandissent pas. L'altérité de Heathcliff, son origine, sa peau peut-être, son accent, est posée comme une énigme plus que pensée comme enjeu. Pourtant, l'ensemble tient par l'énergie et par l'audace. Emily Brontë fait cohabiter un réalisme des actes, contrats, dots, titres et meubles, et une métaphysique du lien amoureux qui révèle de la fable noire. Revenons aux deux maisons. Tout part d'elle, tout y revient. Hurlevent, c'est la violence et la franchise du dehors. La grange, la convenance et le confort. Le drame, c'est que chacun voudrait l'un et l'autre sans renoncer. La solution fragile tient dans la dernière section. Un jardin, des livres appris ensemble, un langage qui s'adoucit. Ce n'est pas la romance hollywoodienne, c'est une possibilité de paix. Et la mort d'Heathcliff, sans spectacularisation, relâche la pression. On n'oublie pas Catherine, on comprend seulement que le monde va continuer sans leur duel. Comment le proposer? La première visite de Lockwood au haut de Hurlevent, avec les chiens et l'accueil glacial. La confession de Catherine à Nelly, où l'on entend la faille. Le retour d'Heathcliff sous l'orage. La journée de lecture partagée entre Cathy et Hareton, minuscule victoire contre la brutalité apprise. On joue les contrastes, on ménage les silences. C'est un roman qui respire mieux quand on laisse le vent passer entre les phrases. Alors, faut-il lire Les Hauts de Hurlevent? Oui, pour sa radicalité, pour se rappeler que la littérature peut montrer la noirceur sans complaisance et ménager. Malgré tout, une sortie de secours. Oui, pour entendre une voix unique, une autrice qui n'a écrit qu'un roman et a tout mis dedans. La rage, la musique, l'étrangeté. On vient pour l'amour, on reste pour la haine, et on repart avec un paysage dans l'oreille. La vraie héroïne, c'est Lalande. Elle souffle encore quand on a refermé le livre, et sans prévenir, on se surprend à écouter le vent en se demandant « Et si le Hurlevent n'était pas un lieu, mais ce que le cœur fait au monde quand il refuse de lâcher prise ?» Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.